Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose dont j'ai souvent parlé, mais que je n'avais pas encore véritablement fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment penser contre soi-même. Donc on va regarder une vidéo qui est totalement anti-crypto. Je vais traduire la vidéo, je vais m'efforcer d'être le plus honnête possible. Et là, ne me loupez pas dans les commentaires si je fais preuve de mauvaise foi, c'est le moment de me dégommer, d'accord? Parce que je vais faire le maximum pour ne pas être de mauvaise foi, parce que l'auteur de la vidéo a une pensée, alors je dirais pas totalement opposée à la mienne, parce que très honnêtement, il y a beaucoup de ces arguments que je vais valider. Je l'ai regardé avant, hein, cette fois, hein. Comme ça je sais de quoi il parle, je connais ses arguments et ainsi de suite. Et je vais vous demander de rester jusqu'au bout parce qu'après, je vais proposer, alors non pas des contre-arguments pour chacun des arguments qui va avancer, parce que comme je vous l'ai dit, il y a certains de ces arguments pour lesquels je suis 100% d'accord avec lui. Par contre, je pense qu'il fait un certain nombre d'erreurs et je pense que vous avez la possibilité de lui prouver qu'il a tort. Et je dis bien vous parce que moi tout seul, je ne peux pas. Donc on va regarder ça. Donc prenez bien des notes sur les arguments qui sont proposés. Prenez bien des notes sur la façon dont je vais contre-argumenter. Et soyez impitoyable avec moi. Si jamais il y a une faille logique, un manque de cohérence, vous m'allumez dans les commentaires. Et vous devez ne rien laisser passer. D'accord? Si je vous dis qu'il faut être exigeant, qu'il faut analyser, etc., ben, ça s'applique à moi. D'accord? Je ne veux pas des pommes de girl, moi. Je veux des personnes qui soient solides intellectuellement. Ok? Voilà, allez, on est parti. Je sais plus s'il a. Ouais, ouais, je vais mettre les sous-titres. Donc, crypto, le futur de la monnaie. Le futur de l'argent, pardon, anglicisme. La révolution contre les banques. Et donc là, ici, je peux vous rendre riche. Et donc, le quick, le get rich quick scheme, donc quick scam, c'est-à-dire le devenir riche rapidement, l'arnaque du devenir riche rapidement. Que votre cousin continue d'envoyer des DM à propos de Applebee's, je sais pas ce que c'est, je crois qu'il fait référence à, je sais pas, je connais pas cette chaîne, si vous me dites, parce que c'est pas Starbucks, c'est pas, je sais pas, c'est un truc, je connais pas, c'est une chaîne américaine, mais je connais pas. Donc si la crypto était un rendez-vous Tinder, ce serait le gars qui se, qui se, qui se, qui se fait appeler entrepreneur, mais qui en fait fait du porte-à-porte. Donc oui, vous pouvez déjà dire que je hais les cryptos. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous convaincre, je vais pouvoir vous convaincre que toute l'industrie des cryptos est la plus grosse arnaque de notre génération. Alors, chapitre 1, la promesse versus la réalité. Commençons avec le début. L'origine de la crypto. Donc les origines de la crypto peuvent être retracées jusqu'à 1983. Il est allé loin, lui. Lorsque David Chum a introduit l'idée de e-cash. Je me rappelais pas que c'était en 83, il me semblait que c'était en 93. Mais bon, peut-être. Un, un système d'argent électronique anonyme. Et pour les prochaines 20 années, la crypto s'est cachée dans l'ombre des, comment dire, j'ai oublié le mot en français, des collecteurs de fonds pour les œuvres de charité à l'extérieur des marchés des marchés aux légumes.
Et puis 2009 est arrivé. C'était Satoshi Nakamoto qui a miné le premier Bitcoin. Donc, soudainement, une utopie décentralisée euh, contre les banques centrales. Donc, c'était la promesse d'une devise pour le peuple. Décentralisé, libre de gouvernement et à l'abri des banquiers cupides. C'était le doigt d'honneur le doigt d'honneur numérique au système financier traditionnel. Au moins, c'était la promesse. Parce que si vous faites avance rapide au présent, la réalité de l'industrie de la crypto est très très différente, apparaît très très différemment. Oui, mais alors là, je fais écho à la vidéo que j'avais fait en réaction à Tim Talks Finance. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, Tim, c'est un gars, c'est pas un perdreau de l'année parce qu'on le voyait avec sa barbe blanche. Il a, je sais pas, peut-être fin de la quarantaine, même début de la cinquantaine. Alors que celui qui parle dans la vidéo, je pense que c'est un Gen Z, puisqu'il dit c'est la plus grosse arnaque de notre génération. Donc il y a très fort à parier que ce soit un Gen Z ou au plus vieux qu'il est, c'est un millénial. Mais donc c'est quelqu'un qui a moins de bouteilles, moins d'expérience et qui fait pas le distinguo, c'est la première erreur que je vais faire, il fait pas le distinguo entre Bitcoin et les autres cryptos. Et on va le voir, c'est très important de faire la distinction, mais surtout, quand il parle de maintenant, ouais, le fait qu'il y ait tous ces investissements, mais il ne fait pas le parallèle avec le fait que maintenant, ça a été investi et d'une certaine manière colonisé par Wall Street, par BlackRock, etc. Donc il dit que maintenant, c'est très différent de ce pourquoi les gens, ils ont... de ce que les gens ils s'attendaient. Et quand il dit ça, en fait, il parle plutôt des cypherpunks, hein, les premiers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la crypto justement pour le pas du gain. Donc là, il dit ceci est du vrai argent. C'est imprimé par la milice Montana. Ce sera bientôt, ce sera, ce sera vrai bientôt suffisamment en taux. Alors, commençons avec l'étoile polaire des cryptos Bitcoin. Donc ça fait 16 ans que Bitcoin a été lancé et il n'y a toujours pas d'utilité réelle qui soit répandue à travers le monde. Vous pouvez techniquement acheter des choses avec Bitcoin, comme par exemple une montre de luxe, ou payer un freelancer dans un pays que, pour lequel votre banque ne fait pas confiance. Mais dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez toujours pas acheter euh, comment on s'appelle ça, les grocery stores, c'est le petit supermarché, la petite supérette, le magasin du coin. Vous pouvez pas payer votre loyer, vous pouvez pas acheter du café avec Bitcoin. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il donne les chiffres, il faut être honnête. Il dit qu'il y a 358 millions de business dans le monde et seulement 18 000 acceptent. Donc 350, on va arrondir à 300, à 300 millions, ça fait 300 10 puissance 6, donc ça fait 3 10 puissance 8 et 18 000, ça fait 18 fois 10 puissance 4. Donc même si on arrondit à 20, ça fait 2 10 puissance 10 puissance 5. Et donc on a, même si l'autre on le descendait à 200 millions, donc ça ferait 2 10 puissance 8 sur 2 10 puissance 5, ça fait de l'ordre de 1000, ça fait 1 pour 1000. Voilà. Il y a un magasin pour 1000. En fait c'est moins que ça, hein, le chiffre, hein, c'est moins qu'un magasin pour 1000 qui accepte des bitcoins. C'est pas si ridicule que ça.
C'est pas si ridicule que ça. Moi, pour 1000, hein. Pour le dire en pourcentage pour les gens qui sont pas à l'aise, ça fait 0,1%. Il y a actuellement 0,1% des commerces dans le monde, qui acceptent le Bitcoin. Mais donc cette statistique, elle est vraie. Je peux pas la contester. Par contre, ce qu'on peut contester, c'est que si on compte le nombre de gens qui n'ont pas de système bancaire, parce que lui, c'est probablement, on va le voir après, quand on va voir d'où il parle, où est sa chaîne, c'est probablement un Américain. Mais sauf que dans le monde, il n'y a pas que les Américains. Oui, voilà, c'est un Américain. Donc pour lui, il y a des banques partout. Sauf que la majorité des êtres humains sur cette planète n'ont pas accès à un système financier, n'ont pas accès à une banque. Donc pour eux, c'est une révolution. Donc oui, c'est sûr que d'un point de vue d'un Américain, d'un point de vue d'un Européen, d'un point de vue d'un Occidental de façon générale, d'un point de vue de quelqu'un qui est bancarisé, etc., bah oui, il n'y a pas une super plus-value. La super plus-value, c'est le fait surtout d'être détaché du système, donc de plus dépendre de ceux qui impriment la monnaie, comme par exemple le dollar, hein, au hasard, qui fait que ça fait perdre de sa valeur, hein, parce que l'impression monétaire, hein, la planche à billets, ça crée de l'inflation et ça fait perdre de l'argent, hein. L'inflation, c'est une taxe cachée, hein, c'est un impôt déguisé. C'est comme si on vous baissait votre salaire, en fait, hein. Et, sauf que la différence, c'est que c'est pas vous qui décidez. C'est l'autre con à la banque centrale qui dit ah bah tiens, on va imprimer plus de billets. Donc non, il y a une utilité par rapport à ça. Et encore une fois, une majorité des gens sur cette planète n'ont pas accès à des services financiers, n'ont pas accès à une banque, à une banque tout court en fait. Donc là, je conteste non pas les chiffres qu'il a donnés, puisqu'ils sont vérifiables, ils sont vrais, mais je conteste le, le fait qu'ils disent qu'il n'y ait aucune utilité. Voilà, maintenant on continue. Et donc, et ce qu'il dit, c'est ouais, les, euh, les entreprises qui acceptent Bitcoin, en fait, ils ont un processeur de paiement qui va instantanément convertir ça en dollars. Alors là, c'est ça pour si c'est des Américains, d'accord. Si c'est d'autres pays, ils vont pas instantanément convertir dans leur devise. Et quand tu dis ils vont instantanément convertir en dollars, ben, ça dépend en fait du cours du Bitcoin aussi, hein. Ça dépend si le marché il est à la hausse ou il est à la baisse, d'accord. Euh, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et après, pourquoi est-ce qu'ils convertissent? Ben, parce que c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que s'il y a plus de gens qui l'utilisent, ben, s'il y avait plus de gens qui l'utiliseraient, ben, il y a plus de gens qui le conserveraient. Et je vous montrerai, il y a de plus en plus de gens quand même qui l'utilisent dans la vraie vie, hein. Donc c'est pas tout à fait vrai. Donc lui dit, en tant que devise, c'est inutile. Je dirais que pour l'instant, il y a encore peu de monde qui en voit l'utilité. Mais croyez-moi, c'est une question de choix. Et c'est pour ça que je disais en début de vidéo, bah, vous pouvez lui prouver qu'il a tort. Et en plus, quand je dis ça, on s'en fout de lui, hein. Vous le connaissez pas, je le connais pas, on en a rien à cirer de ce qu'il pense. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous rentrez avec la philosophie de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Et donc il dit c'est la raison de la grande volatilité. Ouais, mais même ça, c'est pas tout à fait vrai, c'est a baissé la volatilité. Les hauts frais de transaction, non, là il mélange tout. Les frais de transaction élevés, c'est pas pour cette raison-là. Alors des fraudes à Bitcoin, non, ça c'est faux par contre. Des fraudes sur d'autres cryptos, oui, mais sur Bitcoin, non. Sur Bitcoin, il n'y a pas eu de fraude. Il y a pas d'arnaque au Bitcoin, donc là, non, non, là il dit n'importe quoi. Donc d'accord, Bitcoin peut techniquement fonctionner comme une devise. Mais ce serait comme de dire que techniquement, vous pouvez faire pousser, je sais pas ce que c'est, Long with Nail Keepers. Ah ouais, est-ce que vous pourriez tondre le gazon avec avec, comment ça s'appelle? Un coupe-ongle. Ouais, il abuse quand même. C'est un forceur quand même. La réalité, c'est que il n'y a pas d'adoption massive et il n'y a pas de réelle utilité comme un système de paiement. Alors encore une fois, aux États-Unis, en Europe, peut-être pas pour l'instant, mais on ne sait pas si ça part en guerre civile ou je ne sais quoi, on sera peut-être content. Si ça part en inflation massive, comme ça s'est produit il y a un siècle, hein, je rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, elle a en partie eu lieu parce que en Allemagne, c'est parti en hyperinflation où ils devaient utiliser des brouettes de billets pour faire leurs courses.
Là, on a au moins cette sécurité qui nous protège. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, dans des pays comme le Zimbabwe ou le Nigeria. Ils utilisent Bitcoin, c'est dans le cas aussi en Argentine. C'est d'ailleurs toujours le cas, ils utilisent les stablecoins en Argentine. C'est pas pour rien. Donc, non, non, le Bitcoin a déjà montré que ça a pu servir. Ça a pu servir par exemple à Wikileaks pendant que les États-Unis empêchaient tous les processeurs de paiement euh, de financer ce groupe de journalistes, hein. Donc, il y a plein de gens pour qui Bitcoin ça leur a sauvé la vie, hein. Donc, ça n'a peut-être pas d'utilité pour l'homme moyen pour l'instant, mais l'homme moyen, la classe moyenne est en train de disparaître, hein. Donc, on va vite se rendre compte que ça a une utilité. Donc, le vrai usage de Bitcoin, selon lui, n'est pas une devise décentralisée. C'est un outil de spéculation. Ça, c'est plus tout à fait vrai, hein, parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui s'en servent de façon spéculative, ils s'en servent plutôt en fait comme valeur de refuge, comme l'or. Et c'est pas la même chose. Et donc il dit, ouais, similaire à l'or. Oui, mais l'or, c'est pas un objet de super spéculation, c'est valeur refuge. Tu me dirais des mêmes coins, là je suis à 100% d'accord, les mêmes coins, c'est, comme leur nom l'indique, c'est des outils de spéculation. Mais Bitcoin, pas vraiment en fait, plus vraiment. Peut-être au début, mais pas trop. Il dit donc avec la différence, c'est que les hommes, ils ont attribué de la valeur à l'or depuis des milliers d'années. Oui, mais ça, c'est pas un argument, parce que forcément, c'est arrivé avant. Donc, oui, oui, mais à ce compte-là, on fait jamais d'innovation. Donc, et puis, l'or, va t'amuser à prendre l'avion avec de l'or. Bon courage. Et il dit donc le Bitcoin n'est même pas suffisamment âgé pour pouvoir boire, parce que effectivement, Bitcoin a 17 ans. Bon, et alors Et alors depuis son existence, tout le monde prédit qu'il allait mourir. Je trouve que tenir 17 ans pendant qu'on prédit que tu vas mourir, c'est pas mal, hein, pour un mort-né. Alors, au lieu de révolutionner la façon dont nous accédons, nous contrôlons et nous transférons notre argent, les crypto-monnaies sont juste devenues un autre moyen de spéculation. Alors c'est là où il est un peu malhonnête, c'est parce que il est parti en disant on va commencer par euh, s'intéresser à l'étoile polaire des cryptos Bitcoin, et puis il a transféré, c'est-à-dire que les critiques qu'il fait pour les cryptos en général, elles sont valables, mais elles ne sont pas valables pour Bitcoin. Et oui, c'est là qu'il y a une erreur majeure, c'est qu'il faut faire la distinction entre Bitcoin et les crypto-monnaies. D'ailleurs, euh, les, euh, les gens de BlackRock, de Wall Street et compagnie, ils s'y sont pas trompés, ils se sont pas jetés dans les cryptos, ils sont venus et ils ont, entre guillemets, légalisé le Bitcoin, et pas les autres. C'est pas pour rien qu'ils font cette distinction. Alors, chapitre 2, la tombe des cryptos. Alors, c'est juste un actif de spéculation. Et c'est sûrement au moins un bon investissement. Faux. La volatilité de Bitcoin est aux alentours de 60%. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas où est-ce qu'il allait prendre ce chiffre, parce que ça dépend sur quelle période. Ça n'a pas de sens de parler de volatilité si on ne précise pas quelle est la période temporelle que l'on prend en compte. Et il dit alors que le marché, euh, la bourse américaine, c'est seulement 15%. Ensuite, comparer un actif avec une bourse, et en plus la bourse, c'est pas précis, on ne sait pas est-ce qu'il a pris le S&P 500 ou est-ce qu'il a pris le Nasdaq. C'est pas très honnête de faire ça, cette comparaison-là, parce que c'est pas précis en fait. On ne sait pas vraiment de quoi il parle. On sait pas. Ah oui, pardon, j'ai dit la période temporelle. Autant pour moi, c'est marqué. C'est marqué, c'est annual volatility, donc c'est la temporalité, c'est un an. Donc pour la temporalité, je retire ce que j'ai dit, c'est marqué. Donc on a la période, c'est sur un an. Ok. Bon, par contre, on n'a pas quelle année, hein. C'est ça tout de même quand même, hein, parce que c'est volatilité annuelle, est-ce que c'est l'année 2024, est-ce que c'est l'année 2023, parce que à ce stade-là, ça change beaucoup, hein. Voilà. Pour la bourse américaine, on ne sait pas quel indice il a pris.
Donc ça veut dire que grossièrement, le Bitcoin serait 4 fois plus volatile que le marché US. Bon, c'est un argument faible parce que c'est pas très précis. Et donc c'est la raison pour laquelle les vrais gestionnaires d'argent, vous savez, ceux qui gèrent des milliers de milliards de dollars, et ils sont légalement tenus de ne pas de ne pas prendre de décisions stupides, recommandent seulement de mettre 1 à 2% de votre revenu, de votre richesse en crypto. Pourquoi? Parce que le risque de retour sur investissement est de l'ordre de la poubelle. En fait, Warren Buffett a appelé Bitcoin le rat poison squared, du poison de rat au carré. Ouais. Après, Warren Buffett, il a surtout dit que il s'abstenait d'investir dans des actifs qu'il ne comprenait pas. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas investi dans les nouvelles technologies comme Google, Apple, tout ça. Donc, à moins qu'on considère que Google, Apple, tout ça, c'est du, euh, du poison de rat pas au carré, euh, voilà. Warren Buffett, c'est pas le mec le plus intelligent de la planète non plus, hein. Alors, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, il a dit plein de saloperies sur Bitcoin et comme je vous l'ai dit, il s'est récemment associé avec Coinbase. Donc, ouais, mais parce qu'il a dit ça probablement en 2021 ou même éventuellement en 2024. Ça change rien parce que c'est encore pire puisque maintenant il s'est associé avec Coinbase et maintenant il propose à ses clients du Bitcoin. Donc, si c'est de la merde, alors c'est encore pire. Il considère que c'est de la merde et il le propose à ses clients. Donc ça, c'est des arguments d'autorité. C'est juste du name dropping. Il lâche des noms, il lâche des blazes comme ça, mais non, c'est pas un argument ça. Donc à la fin de la journée, lorsque vous épluchez les oignons et que vous regardez ce qu'il y a réellement, il n'y a rien. Et c'est peut-être cette raison. Et peut-être qu'il y a une raison pour laquelle les investisseurs institutionnels qui aiment l'argent plus que leurs propres enfants traite l'investissement en crypto-monnaie comme du casino. Non, il y a peut-être un autre facteur, c'est peut-être un facteur générationnel. Hein. Peut-être que ces gens-là, ils sont trop vieux pour comprendre l'intérêt de la crypto aussi. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On peut pas discuter comme ça parce que là, ils donnent que des arguments en mode oui, l'or c'était là depuis bien avant, etc. Ben oui, mais justement, euh, si on suit la propre logique des arguments qu'il utilise pour décrédibiliser Bitcoin, et en l'occurrence là plutôt les cryptos dans leur ensemble, et franchement, je vais pas me faire le défenseur des cryptos dans leur ensemble. Moi, je suis un défenseur de Bitcoin, je suis un maximaliste, mais bon, bref. On peut pas nier l'argument générationnel, il a cité que des vieux. Si tu avais cité des jeunes gens qui pensaient comme ça, moi je dirais ok. Et sinon, pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg a essayé de faire sa propre crypto-monnaie? Hein. À un moment donné, il faut quand même. Je suis le premier à dire que Mark Zuckerberg c'est un sacré salopard, mais on ne peut pas lui enlever que c'est un génie de l'innovation et de comment faire de l'argent. Donc, s'il s'intéresse à faire des cryptos, c'est bien que hein, il y a une utilité. Alors, il dit, je sais que Bitcoin est parti de quelques centimes, même de zéro en fait. Hein. Bitcoin est parti de zéro pour arriver à des centaines de milliers. Mais ce moment, je sais pas trop ce que ça veut dire exactement sale. Ou ce moment est passé, peut-être c'est ça qui veut dire. Et pour chaque Bitcoin, il y a 10 000 mèmes, 10 000 mèmes coins. Oui, mais alors là, c'est là où je trouve que ces attaques sont un peu fallacieuses parce que quand ça l'arrange, il met Bitcoin avec les autres cryptos.
Et quand ça l'arrange, il fait la distinction. Il faudrait savoir. Et si vous pensez que vous êtes le génie qui va choisir la prochaine crypto gagnante, oui, mais encore une fois, là, il ne fait pas la distinction entre Bitcoin qui est censé être l'argent, c'est ça la promesse de Bitcoin. C'est censé être l'argent électronique. C'est censé remplacer le cash. Et les cryptos qui sont effectivement des cryptos actifs, qui sont oui, là c'est du casino, effectivement. Les cryptos c'est de la spéculation. Et les mêmes coins, de toute façon, ils ont été créés spécialement pour ça. Les mêmes coins, c'est marqué dessus. C'est fait exprès pour faire du gambling, pour faire du casino. Donc les gens qui vont sur les mêmes coins, ils savent pourquoi ils y vont. Alors, donc si vous pensez que vous allez trouver la prochaine crypto gagnante, vous mentez à vous-même, vous vous désillusionnez pour être littéral, et vous êtes en train de jouer à la roulette. Sauf qu'au lieu d'être dans un casino physique, vous êtes sur un serveur Discord. Oui, mais ça c'est la vérité. Et je peux vous montrer les preuves. Non, mais là, il a 100% raison. Oui, les cryptos dans leur ensemble, c'est du gambling, oui. Donc CoinGecko, c'est un site qui est censé recenser les différentes cryptos qui sont disponibles. Et ils ont listé 7 millions de cryptos depuis 2021. Bon. Et un rapport récent a montré que 3,7, enfin non, c'est pas 3,7, c'est 3,6, mais bon, bref, peu importe. Donc c'est en gros la moitié des cryptos ont disparu ou ont échoué. Ouais, mais sauf que là, c'est comme si tu faisais le procès de la bulle .com du début des années, enfin de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Il y avait eu plein, tout le monde faisait son site machintruc.com, machintruc.com. La bulle, elle a éclaté. Et il y a plein de, il y a plein de sites internet qui ont totalement disparu, qui ont mis la clé sous la porte, dont on se souvient même plus. Mais n'empêche que on se souvient toujours de Google, on se souvient toujours de Amazon, on se souvient toujours de Facebook, et ainsi de suite. Donc il y a quelques acteurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et ils ont survécu. Ah ben là, ce sera pareil. Et il dit oui, la différence, c'est que lorsque une, une action s'effondre, vous pouvez éventuellement aller en justice, etc. Lorsque c'est un projet crypto, vous avez juste un JPEG avec un logo de Memcoin et puis c'est tout. Et ils disent ouais, on a pivoté, oui, ben d'accord. Mais ça, c'est le lot de toutes les startups. Hein. 90% des startups se pètent la gueule. Donc là, peut-être que le score c'est encore pire, c'est 99%. Mais c'est le même genre de truc. Oui, alors après, ça c'est aussi vrai. Il a 100% raison. Les rug pulls, donc rug pull, c'est le fait de tirer le tapis. Donc c'est une métaphore, c'est pour dire qu'il y a effectivement plein de faux projets où les mecs disent ouais ouais et tout, venez investir dans la crypto, etc. Et c'est en fait un schéma de Ponzi, c'est-à-dire que les mecs ils mettent de l'argent et les mecs qui ont créé la crypto une fois qu'ils ont fait des sous, eh ben, ils décident de se barrer et avec la caisse. Et du coup, tous les gens qui ont investi, ben, ils ont perdu leur argent. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de faux projets crypto comme ça. Ouais, ça, je suis 100% d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut séparer Bitcoin, qui a une utilité réelle, d'être une véritable monnaie pour faire donc ses courses, ses achats concrètement, et la plupart des cryptos qui sont des scams, des arnaques. Oui, ça, c'est la vérité. Alors il dit, mais comment est-ce que les cryptos ont géré cette affaire? Ils ont inventé les stablecoins, donc c'est-à-dire les devises qui sont stables. Et là, c'est particulièrement malhonnête de sa part de donner ces deux exemples, Luna et Terra. Parce que c'est sûr que si on se focalise que sur les échecs, ah ben on voit tout en noir, hein, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Il y a deux types de stablecoins. Il y a les stablecoins qui ont été labellisés par Trump lui-même et qui sont utilisés par les États-Unis et qui sont totalement, entre guillemets, legit, c'est-à-dire qui sont valables. Alors je vais expliquer rapidement parce qu'il n'en parle pas dans sa vidéo. Donc là, sur cet aspect-là, je trouve que c'est très malhonnête de sa part. Donc,
les stablecoins qui sont les deux plus utilisés en plus. Parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est très très malhonnête, d'autant plus que là, il a pris un exemple de deux stablecoins algorithmiques, comme par hasard les deux qui ont craché, alors qu'il y a un autre stablecoin algorithmique qui est l'un des premiers stablecoins et qui marche toujours très très bien et qui n'a pas eu de problème, c'est le DAI, et bizarrement, il n'en parle pas. Donc ça, c'est malhonnête. Donc, les deux stablecoins qui sont le plus utilisés dans le monde, c'est le stablecoin Tether et le stablecoin USDC de l'entreprise Circle. Donc c'est-à-dire Tether c'est une entreprise, Circle c'est une entreprise, ces entreprises elles sont des locaux aux États-Unis, elles suivent la réglementation américaine et ainsi de suite, et donc les gens peuvent contrôler, le régulateur américain peut contrôler qu'ils vérifient bien leurs promesses. Parce que quelle est la promesse du stablecoin? Le stablecoin c'est de dire que voilà, vous achetez cette crypto et en fait, quand vous achetez pour 1 dollar de cette crypto, nous, dans nos caisses, on a l'équivalent de 1 dollar physique, de vrai dollar billet américain, ce qui garantit justement la stabilité de cette crypto. C'est exactement le même principe que les banquiers qui garantissent leur fonds de réserve. Et même c'est pire que ça parce que les banquiers, eux, avec la réserve fractionnaire, ils peuvent se contenter d'avoir seulement un dixième de ce que les épargnants ils sont censés avoir déposé en banque. D'accord? Ça, c'est la loi qui permet ça. Les banquiers, ils ont la totale liberté de ça. Alors que là, pour les stablecoins, des entreprises comme Tether et Circle, ils sont obligés d'avoir le un pour un. Donc, c'est-à-dire que c'est plus sûr que les banques normales, puisque pour chaque USDT, donc dollar Tether, donc stablecoin, l'entreprise Tether doit avoir 1 dollar physique dans ses caisses. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir la parité totale. Et d'ailleurs, USDT et USDC n'ont jamais eu de problème. Ceux qui ont eu des problèmes, c'est les deux qui montrent à l'écran, Luna et Terra. Parce que justement, les gens qui sont pour la philosophie de Bitcoin, mais pas totalement parce qu'ils veulent une stablecoin. Donc il y a déjà un petit problème, mais bon, on y reviendra après. Qui serait donc pour les, la stabilité, mais qui serait pour la décentralisation, ils se disent oui, mais c'est un problème en fait que Tether et Circle ils soient derrière ça et que ce soit avec des dollars parce que du coup c'est une entreprise, c'est centralisé et ainsi de suite. Donc il y a des gens qui ont dit ok, on va faire des stablecoins qui sont algorithmiques, c'est-à-dire que c'est pas une entreprise qui va s'occuper de ça, c'est uniquement des blockchains et compagnie. Donc vous avez Luna et Terra qui ont fait ça. Le truc, c'est qu'ils l'ont fait avec les pieds, parce que vous avez d'un côté le DAI, et on viendra après, je vous montrerai le DAI, qui a fait ça proprement, et ça a très bien marché, mais ouais, justement, comme ça a bien marché, ben, les gens ne font pas d'argent avec. Et sur Luna et sur Terra, il y a des gens qui ont vendu des promesses, et après ils sont partis avec les sous dans la caisse. Voilà ce qui s'est passé en fait. Donc c'est pas que... c'est encore une fois, c'est la pas du gain. Voilà. Donc, voyez cela comme la version en crypto d'un compte d'épargne. Et c'est comme ça que Terra et Luna sont arrivés. Voilà, ils ont marketé. Oui, ça, c'est vrai que les mecs qui ont créé Luna et Terra, ils ont fait le buzz, ils ont fait du marketing à mort pour dire ouais, on a un super algorithme de fou, alors qu'en fait, bah, un algorithme stable, il existe, c'est DAI. Et DAI, il n'y a personne qui en parle, bizarrement. Hein. Parce que évidemment, si ça fait le job d'avoir juste un truc stable pour pouvoir faire ses courses et compagnie, et qu'il n'y a pas à faire du gambling dessus, ah ben, il y a moins de hype. Mais sauf que dans les faits, ça marche, et ça fait le job. Et c'est ça le truc. C'est que lui, il parle que des trucs où ça marche pas parce que y avait des mecs qui voulaient se faire du pognon. Mais les mecs qui veulent se faire du pognon, ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc, Terra, il était censé être backé par les dollars. Voilà. Et lorsque Terra augmentait, ben, Luna devait descendre pour équilibrer et vice versa. Oui, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2022, il y a eu. Je sais pas exactement quelle est la raison qui explique pourquoi ça a merdé, mais en tout cas, ça a merdé et du coup, il y a eu un affolement massif sur les marchés. Il y a des gens qui ont perdu plein d'argent. Oui, mais attends,
Il faut pas déconner, c'est comme si tu me disais, bah oui, le peso argentin, il s'est viandé dans je sais plus quelle année. Est-ce que ça veut dire que toutes les devises étatiques ne sont pas fiables? Bah non. Ben voilà, ben là c'est pareil. C'est pas parce que Terra Luna il a foiré que tous les stablecoins ils sont pas fiables. C'est là que c'est malhonnête. Il dit il y a une devise en particulier qui a foiré, et après il dit ah ouais donc les cryptos les stablecoins c'est pas fiable. Non, ce stablecoin là n'est pas fiable. D'ailleurs c'est le seul qui a merdé comme ça. Alors qu'il y en a plein d'autres des stablecoins. Donc faut arrêter de dire des conneries un peu. Ça m'énerve ça. Alors, avant le crash de Luna, était l'une des plus grandes. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est parce qu'il y a tout le monde qui est venu mettre ses sous là-dedans et parce que tout le monde voulait espérer gagner son billet. Et après, le- l'effondrement, il y a eu 45 millions, 45 milliards, pardon, parce que millions, c'est 45 milliards de capitalisation qui s'est effondré en une semaine. Bah oui, c'est dramatique, mais c'est dû à la connerie et à l'avidité et à la cupidité de certaines personnes. Donc les régulateurs ont appelé ça la plus grande destruction de valeur dans l'histoire moderne. Donc là, il remet encore une couche. Donc ça, c'est pour faire un effet psychologique d'accumulation, de dire, hey, vous avez vu, on a vu que sur CoinGecko, il y a la moitié des cryptos qui ont disparu. Après, il revient encore sur Terra Luna. Euh, Sûrement que les bourses de marché sont sûres, n'est-ce pas? Oui, mais là, il n'est pas cohérent. Si on est dans la philosophie de la décentralisation, les vrais qui sont dans la philosophie de la décentralisation, ils ne veulent pas aller sur les places de marché. FTX, comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, sont des places centralisées qui répliquent exactement ce qui se passe pour les places de marché classiques, les brokers, genre Interactive Broker, etc., pour les actions et de la finance traditionnelle en fait. Et c'est, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles ces plateformes-là ont déconné. Alors, c'est pas la seule raison. La première raison, c'est l'avidité, l'appât du gain, la cupidité des utilisateurs qui se disaient ah ouais, je vais aller là-bas, je vais faire encore plus d'argent. Voilà. Bon, et après, il y a aussi le mec de FTX, Sam Bankman-Fried, Price, je sais plus comment c'est, bon, SBF. C'est le pire salopard qui soit aussi. C'est un super machiavélique qui s'est fait les couilles en or sur sa communauté et qui a été soutenu par des politiciens et compagnie. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas clair du tout non plus, hein. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas parlé de Mangox en 2014, peut-être parce que les chiffres ils n'étaient pas assez importants comparé à FTX. Ah, on est d'accord, c'est l'équivalent de la bourse de New York pour les crypto-monnaies, oui, tout à fait. Ben oui, ben oui, ben, tu l'as dit toi-même, il a mis plein de pubs, il a fait le forcing, oui, il a mis énormément de pognon. Et en plus, je crois qu'il en parle pas dans sa vidéo, mais ben, il y a BlackRock qui a mis des sous, il y a Sequoia qui a mis des sous, ouais, donc ben, ma foi, ils ont gonflé à mort. Après, tu m'étonnes qu'il y ait tout le monde qui soit allé les voir. Ben forcément, ils ont fait un marketing de dingue, une publicité de dingue, et après, tu t'étonnes qu'il y ait tout le monde qui soit allé les voir. Et oui, parce qu'en plus, ce gars-là, c'est quand même un sacré salopard. Parce qu'il s'est présenté comme étant un altruiste. euh, c'est vraiment, c'est le pire. Il a fait du virtus signaling à mort. En mode, qui faisait ça, allez, presque, on va sauver la planète ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est la pire raclure qui soit. Le mec, pendant qu'il faisait ses beaux discours, etc., derrière, il s'est fait les couilles en or. Il faisait des trucs vraiment pas très catholiques. Ouais, mais on peut faire la même remarque euh, vis-à-vis de Mark Zuckerberg pour Facebook et vis-à-vis de Sam Altman pour OpenAI. Donc c'est pas propre à l'univers des cryptos. C'est-à-dire que lui, il a fait du gambling avec l'argent de ses clients en fait. Alors, chapitre 3.
Où allons-nous maintenant? Donc, il parle des mêmes coins, du, de l'effondrement de stablecoin Terra Luna et de l'arnaque de la place de marché centralisée FTX. Et il dit, ah ouais, mais ça, c'est juste la face émergée de l'iceberg. La- L'industrie des cryptos, c'est plein de hype, d'arnaques, de banqueroute. Et après tout ça, et après tout ça, la crypto est toujours là. Il y a deux conclusions qu'on peut faire à partir de là, hein. C'est-à-dire que euh, les gens ils oublient vite, ce qui est vrai, et que les gens ils sont toujours motivés, ils sont toujours optimistes. Et là, quand vous épluchez l'oignon, tout ce que vous voyez, c'est l'avidité, la cupidité, la pâte du gain, etc. C'est pas vrai, je t'ai donné des exemples et je t'ai donné à chaque fois des exemples sur Bitcoin. Wikileaks, qui a été utilisé par les organismes de presse du monde entier, ils ont fait un travail d'utilité publique. Les gens qui sont tout là avec le drapeau ukrainien, etc. euh, Pendant la révolution Maïdan, le financement, beaucoup ont été faits en Bitcoin. En Argentine, ça a été utilisé. Au Nigeria, c'est utilisé actuellement. Au Zimbabwe, qui sont avec une monnaie très, 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 très inflationniste, c'est utilisé également. Au Salvador, c'est utilisé actuellement et ça a permis d'améliorer le budget national. Et non, ça c'est pas vrai. Non, alors ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit régulé ou pas régulé. Lehman Brothers s'est effondré alors que le marché bancaire était ultra régulé. Bernard Madoff, il a existé, il a fait son arnaque alors que le marché est ultra régulé. Jérôme Kerviel, il a fait son truc alors que le marché est ultra régulé. Donc bref, la régulation, ça n'empêche pas les gens de tricher. D'accord. Donc faut arrêter de dire des conneries, hein. Ah, il reconnaît quand même que la technologie blockchain, c'est une innovation. Merci. Merci de reconnaître ça au moins. Mais seulement l'application actuelle des crypto-monnaies, c'est un casino géant. Alors c'est en partie vrai, c'est en partie vrai. Alors, je ne peux pas lui donner tort sur tous les gens qui font du gambling, les gens qui font les mêmes coins et ainsi de suite. Ah, d'ailleurs, je peux vous donner un exemple concret. Alors attendez. Voilà, si vous allez sur la chaîne de Sadak, c'est exactement ce qu'ils font. Mais Sadak, il a au moins l'honnêteté de dire que voilà, il est là pour faire du gambling. Donc c'est du crypto, c'est du trading sous stéroïde en fait, c'est tout. Voilà. Mais ce n'est pas Bitcoin. Et donc il dit qu'il est les cryptos et c'est pas parce qu'il les comprenait pas, c'est pas parce qu'il les comprend pas, c'est parce qu'il les comprend. Alors qu'il ait compris la technologie blockchain, qu'il ait compris comment ça marche les places de marché, tout ça j'ai bien compris. Par contre, ce qu'il a toujours pas compris, c'est que Bitcoin est différent des autres cryptos, premièrement, et deuxièmement, que Bitcoin résout un problème pour beaucoup de gens dans le monde. Mais des gens qui sont en dehors des États-Unis. Voilà, c'est juste ça. C'est juste qu'il faut qu'il arrête de regarder son nombril. Voilà. Et donc, comme je disais en début de vidéo, il ne tient qu'à vous, parce que j'ai dit pour les États-Unis, mais c'est valable aussi pour l'Europe. Mais néanmoins, en Europe, il faut quand même se souvenir qu'à Chypre et en Grèce, quand il y a eu la crise en 2013, les Grecs étaient contraints et ils n'avaient pas le droit de retirer plus de 60 euros de leur compte en banque. Je vous rappelle qu'actuellement, en France, il y a des députés qui commencent à parler de taxer directement, d'aller se servir pour remplir les caisses de l'État sur les comptes, dans les comptes d'épargne des Français. Donc, avoir un système alternatif qui soit décorrélé, ça me semble être une garantie de souveraineté individuelle. Donc, oui, il y a une utilité en fait. Donc, il y a une utilité à partir du moment où les gens ont la maturité
et la responsabilité de s'en servir pour ce que ça doit servir, à savoir un moyen de pouvoir préserver son épargne et de pouvoir utiliser son argent sans avoir à demander la permission. Effectivement, si vous faites de la spéculation, ben, les gens qui font de la spéculation, par définition, la spéculation, c'est risqué. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai envie de dire, soyez conscient des risques, mais surtout, soyez conscient des risques. Les risques ne sont là que pour les gens qui font de la spéculation. Les gens qui l'utilisent pour ce que ça doit être, à savoir une devise monétaire, le Bitcoin, est tout à fait sécurisé et remplit tout à fait sa fonction. Voilà. Donc moi, je vous invite à récupérer le kit de survie qui est 100% gratuit, qui ne vous incite pas à faire quoi que ce soit de plus que ce que vous avez envie de faire. Ça vous permettra de voir les alternatives concrètes. Et vous avez vu que sur cette chaîne, je n'ai pas de problème à partager du contenu qui va à l'encontre de mes opinions, en analysant le discours, en faisant la part des choses entre ce qui est vrai, mais aussi ce qui est soit faux, soit erroné, soit qui manque de comparaison honnête. Voilà. Donc moi je vous invite à faire preuve de discernement, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.